Quand on prépare une expatriation, on a toute une liste en tête. Le déménagement, les billets d'avion, le nouveau logement. Mais il y a une case, souvent oubliée, qui peut coûter une véritable fortune, celle des impôts. Une seule erreur à ce niveau et les conséquences peuvent être désastreuses. Voyons ensemble comment éviter le piège le plus courant. Cette question, elle est absolument fondamentale. On pourrait penser que quitter physiquement le pays, c'est suffisant. Mais c'est une grosse erreur. Pour l'administration fiscale, la vision est bien plus large. Et c'est justement là que le risque se cache. Alors, pour y voir clair, voici notre parcours. On va commencer par démonter une erreur très commune liée à un simple formulaire. Ensuite, on verra quel est le vrai test que le fisc utilise. Puis, on apprendra à construire un dossier en béton, même dans des situations compliquées, avant de finir sur le piège final, l'exit tax. C'est parti. Tout commence souvent par là, un simple bout de papier qui est en fait le point de départ de très nombreux problèmes, le fameux formulaire 1348. Attention, il faut bien comprendre une chose. Ce formulaire, ce n'est pas juste une formalité administrative pour dire au revoir, non. C'est un acte juridique qui vous engage. Le signer à la légère, c'est un peu comme signer un contrat sans lire les petites lignes. Sauf que là, on s'expose à des conséquences financières et même pénales, qui peuvent être énormes. On en vient maintenant au mythe le plus tenace, celui qui mène tout droit à des erreurs qui coûtent très cher. Ah, la fameuse règle des 183 jours. Tout le monde en a entendu parler, n'est-ce pas? L'idée semble simple. On passe plus de la moitié de l'année hors du pays et hop, c'est réglé. Eh bien, c'est précisément cette croyance qui est à l'origine des pires surprises. La réponse est claire, nette et sans appel. Cette idée reçue est de loin la plus dangereuse de toutes. Alors, oublions le calendrier et le décompte des jours. Ce n'est qu'une présomption et elle est très facile à renverser pour le fisc. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas le combien de temps, mais le où. Où se trouve le véritable centre de la vie d'une personne? C'est ça, le test du centre des intérêts vitaux. Et c'est lui, et seulement lui, qui est décisif. En fait, le fisc mène une véritable enquête à 360 degrés sur le mode de vie. Il regarde tout. Où est le logement principal, le travail, les investissements, les liens sociaux. Mais le point le plus critique, celui qui pèse le plus lourd dans la balance, c'est la localisation de la famille proche. Surtout le conjoint et les enfants mineurs. C'est bien plus qu'un calcul, c'est une analyse de fond. Bon d'accord, mais alors, comment on fait pour prouver ce fameux changement de centre des intérêts vitaux? Il ne suffit pas de le dire, il faut le démontrer avec des preuves solides. La clé, c'est une approche proactive et surtout extrêmement bien documentée. La stratégie est simple dans son principe, mais elle demande beaucoup de rigueur. Il faut agir sur deux fronts en même temps. D'un côté, on coupe les ponts avec Israël. De l'autre, on en construit de nouveaux, encore plus solides, dans le nouveau pays. C'est un jeu d'équilibre. Et quand on dit rompre les liens, c'est du très concret. Vendre sa voiture, fermer les comptes en banque qui ne sont pas essentiels, résilier son abonnement à la salle de sport, et surtout, notifier officiellement son départ aux organismes sociaux comme la Coupat Olim et le Bitoa Leumi. Chaque document, chaque lettre de résiliation est une preuve tangible. Et en parallèle, il faut construire la nouvelle vie. Et là aussi, il faut des preuves. Un bail de location de longue durée, un truc de 3 mois, l'inscription des enfants dans leur nouvelle école, l'ouverture d'un compte en banque qui devient le compte principal. Tout ça, ça démontre que ce n'est pas une parenthèse, mais bien le début d'un nouveau chapitre. Bon, ça c'est la théorie idéale. Mais on sait très bien que la vie est rarement aussi simple et linéaire. Voyons comment ces principes s'appliquent dans des situations un peu plus complexes. Prenons un cas hyper fréquent. Un des conjoints part en éclaireur pour un nouveau job et le reste de la famille reste en Israël quelques mois pour, disons, finir l'année scolaire. Ça semble tout à fait logique et pratique, non ? Eh bien, pour le fisc, c'est un énorme signal d'alarme. Pour eux, tant que la famille est là, le centre de vie est toujours en Israël. Point. La solution, il faut anticiper. Il faut prouver avec des documents que cette séparation est bien temporaire et que la réunification familiale à l'étranger est déjà prévue, avec par exemple des preuves d'inscription dans la future école. Autre cas de figure, tout aussi courant, on part vivre à l'étranger, mais on garde des biens immobiliers ou des investissements en Israël. La question qui se pose alors est où se situe la frontière entre un simple patrimoine et une véritable activité économique? Là, la nuance est très fine. Si la gestion des biens reste trop directe, trop active, l'administration fiscale peut tout à fait considérer que le centre économique, lui, n'a pas bougé. La solution, c'est de rendre cette gestion passive. Comment? En déléguant clairement à une agence, à une société de gestion et en documentant cette séparation des rôles. Alors, imaginons, on a tout bien fait, le dossier est solide, on pense que c'est enfin terminé. Et là, un dernier obstacle, souvent totalement inattendu, se dresse sur la route. C'est ce qu'on appelle l'exit tax. La cessation de résidence a été validée, le dossier est en béton. On pourrait vraiment croire que la partie est gagnée et qu'on peut enfin souffler. Mais non, ce n'est pas tout à fait fini.
Alors l'exit tax, accrochez-vous, c'est un concept assez brutal. En gros, l'État considère que le jour où l'on cesse d'être résident, c'est comme s'il y avait une vente fictive de tous les actifs financiers, actions, options, fonds, etc. Et il taxe la plus-value qui n'a pas encore été réalisée. C'est une dette fiscale qui naît au moment précis du départ. Et là, une décision hyper stratégique s'impose. Payer cet impôt tout de suite, ou bien le reporter au jour où les actifs seront réellement vendus. Il n'est pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend de la trésorerie disponible, du potentiel de croissance des actifs et bien sûr des conventions fiscales avec le nouveau pays de résidence. C'est une analyse pointue qui est absolument indispensable. En conclusion, et c'est vraiment le message clé, il faut changer complètement de perspective. Gérer sa cessation de résidence fiscale, ce n'est pas une dépense ou une corvée. C'est l'un des investissements les plus importants que l'on puisse faire pour sécuriser son avenir financier. Cette citation résume absolument tout. Quand on met en balance le risque d'une dette fiscale qui peut se chiffrer en centaines de milliers de shekels, le coût d'un accompagnement par un expert n'est plus un coût. Ça devient un investissement incroyablement rentable pour sa tranquillité d'esprit. Au final, le succès d'une expatriation ne se joue pas seulement à l'arrivée. Il se joue surtout au départ, dans la solidité des fondations que l'on laisse derrière soi. La vraie question à se poser est donc, est-ce que mes bases financières sont assez solides pour ce nouveau départ ? C'est la seule et unique clé pour une aventure réussie, sans aucune mauvaise surprise.